jury est installé, donc on va pouvoir débuter. Là. Bonsoir à tous et à toutes et à tous, et bienvenue à cette première édition de la finale du concours d'éloquence du lycée Madeleine Michelis. Je m'appelle Aurélien Caron, je suis président de l'association des anciens élèves du lycée Michelis, qui est l'association qui parraine et organise cet événement. Donc l'association des anciens élèves a été créée en 2013, nous sommes aujourd'hui 150 membres. Je voudrais remercier donc les membres qui sont venus et qui m'ont aidé et aider toute l'équipe du bureau de l'AEM à organiser cet événement. Donc dans les associations, en tout cas pour ce qui est des activités de notre association, nous organisons, et ça vous avez pu le voir pour certains depuis un certain nombre d'années, chaque année un forum de l'orientation qui permet aux lycéens, et je les salue tous les lycéens qui sont là ce soir, y compris nos finalistes qui vont passer à la casserole d'ici quelques minutes et qui ont beaucoup préparé, et je les remercie de participer à cet événement. Et donc ce concours d'éloquence, c'est vraiment une nouvelle activité que nous avons mis en place cette année. Donc vous allez, si je puis dire, essuyer les plâtres. Donc c'est un petit peu le moment des remerciements. Donc je voudrais vraiment remercier François Dora, je ne sais pas où il est dans la salle, qui est le trésorier de l'EM et qui m'a beaucoup aidé à organiser cet événement. Bien sûr, Christine Tellier, professeure de philosophie au lycée Madeleine Michelis, qui a beaucoup travaillé avec les élèves. L'ensemble des professeurs qui ont fait répéter les élèves, puisque les 8 finalistes que vous allez voir ce soir ont passé un processus de sélection. Il y avait au départ 25 candidats que nous avons présélectionnés à l'aide des professeurs du lycée. Et donc vous avez pour vous les survivants, si je puis dire, qui vont maintenant être départagés lors de cette finale. Donc bien sûr remercier les professeurs qui ont aidé à les préparer, remercier également toutes les personnes qui ont participé à la petite cagnotte que nous avons mis en place. Donc je rappelle que cet événement a été financé grâce à une opération de financement participatif. Nous avons réussi à collecter un certain nombre d'argent de manière à faire en sorte d'offrir des prix aux finalistes. Tous les finalistes auront un prix, je vous rassure. Et également pour faire en sorte de vous offrir un buffet à la fin de cette séance. Je voudrais également remercier donc le jury qui a accepté de venir assister au discours. C'est les membres du jury, je commencerai par Bertrand Perrier qui donc présidera le jury. Bertrand Perrier est avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Il est également très connu puisqu'il préside régulièrement des concours d'éloquence. Les concours d'éloquence sont beaucoup organisés au niveau des études supérieures, notamment dans les facultés de droit, où Bertrand Perrier a écumé les différents concours de ces dernières années avant de les présider, mais également dans certaines écoles, à Sciences Po, dans d'autres écoles. Je voudrais remercier Madame le maire, Brigitte Fourré, qui nous fait l'amitié d'être là également aujourd'hui, avec qui je laisserai la parole dans un instant. Également Christine Tellier, qui est membre du jury, que j'ai déjà remercié. Éric Delcroix, qui est avocat au barreau d'Amiens, membre de l'association des anciens élèves, qui a été à Michelis, donc qui a eu le baccalauréat en 1989, il me semble bien, et donc qui est membre de l'association, et qui est aussi mon voisin. Donc je suis très content de vous accueillir ce soir. Madame le doyen de la faculté de droit d'Amiens, Madame Lucie Delaby, et enfin Éric Alexandre, proviseur du lycée Madeleine Michelis, sans qui cet événement, donc qui a donné sa bénédiction à l'organisation de cet événement, et évidemment Madame Claudel, qui est là, son adjointe, qui nous a beaucoup aidé à organiser cet événement. Donc je ne veux pas prendre trop de temps, j'ai remercié, j'espère tout le monde, je m'excuse auprès des gens que je n'ai pas remerciés. Vraiment, je voudrais aussi remercier les professeurs qui ont accompagné les élèves, qui ont dit de participer à ce concours. Et je pense que cet événement, donc là à Michelis, nous sommes connus pour être un lycée qui organise beaucoup de choses en mai. Donc là nous avons la chance d'ouvrir une semaine très chargée avec notamment 2 pièces de théâtre qui auront lieu. Donc ce sont les pièces traditionnelles que tout le monde connaît de Florence Baldini, qui auront lieu jeudi et vendredi. Et donc j'invite tout le monde évidemment à revenir. Et puis il y a sans doute des spectacles de danse, des concerts. Donc le lycée Madeleine Michelis à la fin du mois de mai, c'est vraiment une pépinière. Et donc le concours d'éloquence, c'est un nouvel événement, et merci d'être si nombreux. Je sais que votre agenda est très chargé, quasiment un événement par semaine cette semaine. Merci d'être là. J'ai déjà beaucoup trop parlé, mais je pense que cet événement, ça montre le rôle des anciens élèves au sein de notre communauté. Il y a bien sûr les professeurs, il y a les élèves, les parents d'élèves, la direction du lycée,
mais les anciens élèves, petit à petit, depuis 2013, essaient de prendre toute leur place et d'assumer une responsabilité vis-à-vis des élèves actuels, de manière à les aider, à les accompagner dans leur parcours, faire en sorte qu'ils prennent confiance en eux et qu'ils réalisent l'importance du discours, l'importance de l'argumentation, l'importance de savoir s'exprimer en public. Donc, encore une fois, je voudrais remercier, et je pense qu'on peut les applaudir, les 8 finalistes qui vont animer cette soirée. Les sujets n'étaient pas faciles, j'espère qu'ils ont été faits pour être assez légers, ce ne sont pas des sujets philosophiques, hein, mais je sais moi-même, j'étais à votre place, je sais que c'est très difficile, j'ai eu Bertrand Perrier au jury, c'est affreux. Les seules fois où j'ai été au jury, enfin où il était au jury et où j'ai participé, j'ai pas eu de prix. Donc voilà, je vous le dis, mais il sera gentil avec vous aujourd'hui, ne vous inquiétez pas. Mais c'est quelqu'un de très, voilà, il porte très haut le verbe, c'est quelque chose de très bien, mais quand on est candidat, on préfère l'avoir dans le jury plutôt que, quand on est soi-même dans le jury, plutôt que d'être en face. Mais, quoi qu'il en soit, bravo à vous, et bon concours. Je vous remercie et je cède la parole à Madame le maire, Damien Brigitte Fauré. Merci beaucoup. Merci Aurélien. Bonjour à toutes et à tous. Rassurez-vous, je vais être très brève parce que j'imagine que les candidats sont impatients et que le stress monte, plus le temps passe, donc je ne vais pas les laisser sur des charbons ardents trop longtemps. Je voulais simplement vous dire que d'abord je voulais féliciter Aurélien et toute l'équipe qui l'entoure d'avoir lancé cette association des anciens élèves de Madame Michelis. Je suis moi-même membre parce que je ne vous dirai pas en quelle année. Aurélien, en tout cas, n'était pas né. J'étais donc élève dans cet établissement. Mais je pense que c'est important, en effet, que les anciens s'impliquent dans l'établissement dans lequel ils passent et qu'ils passent aussi le relais aux plus jeunes, parce que ça donne des idées, ça donne des pistes de réflexion, ça donne des réseaux aussi, parce que, bien sûr, Aurélien a fait un beau parcours, mais ils sont nombreux, les anciens du lycée Madame Michelis. Je regarde avec attention les publications qui sont faites sur le net, et donc je constate qu'ils sont aux quatre coins du monde aujourd'hui et qu'ils ont des parcours qui sont vraiment intéressants. Donc c'est bien aussi de se souvenir de ses racines et de remercier aussi les professeurs et les équipes qui ont permis donc à ces jeunes talents de s'épanouir. Alors tout ce que je souhaite, c'est que bien sûr les pousses que nous avons devant nous se développent, et je trouve que c'est super déjà que vous soyez candidat, parce que se lancer dans un concours d'éloquence, c'est un vrai challenge. Donc bravo à vous, et puis merci aussi à vos professeurs qui vous ont épaulé, qui vous ont permis de vous préparer dans les meilleures conditions possibles. Donc nous avons tous hâte de vous entendre. Donc je vais remercier aussi bien sûr Eric Alexandre, votre proviseur, qui est toujours très partant pour porter haut et fort les atouts, les talents, les qualités de tous les jeunes qui lui passent par les mains et qui, je pense, ne l'oublient pas. Donc, sans plus attendre, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, et je suis persuadée que nous allons passer une soirée magnifique pour nous, les membres du jury, parce que nous allons vraiment, j'en suis sûre, découvrir de jeunes talents et peut-être des avocats, des politiques, que sais-je encore, enfin tous ceux qui ont l'habitude de prendre la parole en public. Et je vous souhaite vraiment de pleine réussite dans votre vie professionnelle, mais aussi parce que c'est important dans votre vie personnelle. La parole est à Bertrand Perrier, président du jury. Et Madame le maire, Monsieur le proviseur, Madame le doyen, chers confrères, Monsieur le président, Madame le professeur, chers candidats, j'ai fait dans l'ordre croissant d'importance. Et je suis infiniment heureux d'être là ce soir, mais je comprends le traquenard. C'est-à-dire que j'ai été invité par Aurélien Caron pour qu'il puisse assouvir une vengeance et enfin laver l'affront qui a été fait lorsqu'il y a quelques années
il était mon étudiant et qu'il est reparti bredouille d'un concours d'éloquence. Il faut bien dire les choses, c'est assez rare que Aurélien Caron reparte bredouille de quelque part. Ça peut arriver en boîte de nuit, mais pour le reste, il fait rarement le déplacement pour rien. Et c'est la première chose que je voulais vous dire, surtout à vous, chers amis candidats. J'ai connu Aurélien Caron, je raconte une histoire personnelle, mais elle a une portée plus large, puisque moi je ne fais pas de ce concours une affaire de question de personne. J'ai connu Aurélien Caron, j'étais son professeur, et il s'exerçait sous mon regard bienveillant, contrairement à ce qu'il dit, et à l'exercice des joutes oratoires. Et la réalité oblige à dire qu'il était très bon. Et la vie aidant, la roue tourne, il est aujourd'hui magistrat administratif, et c'est moi, en tant qu'avocat au Conseil d'État, qui me livre avec mes confrères à des joutes devant lui. Et ça veut dire que je regrette amèrement d'avoir été méchant, puisque j'en paierai le prix, pas moi directement, mes clients, enfin les rares qui me restent. C'est déjà le cas. Et donc, évidemment, tout ça pour dire que ce qui va se passer ce soir, en termes de classement, puisque nous allons vous classer, c'est contingent, c'est injuste, c'est temporaire, et ça ne dit rien de vous. Ça dit de nous, aujourd'hui, nous 7, dans cette salle, sur ces discours, et je veux dire à ceux qui gagneront qu'ils ne fassent pas les fiers, et à ceux qui ne gagneront pas qu'ils ne soient pas désespérés. Et ni les uns ni les autres ne méritent ni autant d'opprobre, ni autant de gloire. Donc voilà, c'est un classement qui sera le nôtre, mais ne le prenez pas comme quelque chose de définitif sur votre talent, qui est certainement grand. Et c'était la première chose que je voulais vous dire. Donc voilà, tout ça n'a aucune espèce d'importance, si ce n'est le plaisir que nous allons partager avec les mots. Et c'est le sens de ma seconde observation. Quand j'aurai dit seconde, vous aurez compris qu'il n'y aura pas de troisième. Et ça vous rassure, surtout les candidats. Et la seconde, c'est de vous dire le bonheur qui est le mien de voir les initiatives se multiplier autour de l'art oratoire, au niveau non seulement des enseignements supérieurs, on devrait bien la rappeler, mais également au niveau des lycées, voire des collèges. Les plus jeunes d'entre vous passeront l'épreuve du grand oral au baccalauréat qui va être mise en place en 2021. Vous êtes exemptés de cette épreuve, sauf si vous redoubliez de façon excessive, mais vous êtes amicistes, donc on peut penser que vous aurez le bac du premier coup. Et donc, vous en êtes exemptés, mais vous avez choisi de vous présenter à ce concours, ce qui marque votre amour de la parole et ce qui fait de vous des êtres supérieurs. Je voudrais remercier tous ceux qui se sont impliqués dans cette initiative remarquable de promouvoir la parole. Il faut se dire une chose, les 8, je dis aussi ma satisfaction de voir les filles majoritaires. C'est le mouvement de l'histoire. Nous autres garçons sommes assis sur la parole comme un riche sur son trésor depuis trop longtemps, et il faut que vous veniez nous déloger. Et je suis ravi de voir que ça en prend le chemin. Et ça, c'est formidable, parce que sachez, mesdemoiselles, que si vous ne prenez pas la parole, nous les mecs, on ne vous la donnera pas. Hein, on est assez confort avec. Et puis ça fait des années que ça dure, donc il faut vraiment venir nous déloger, et je suis ravi que vous ayez pris cette initiative cette année. Et donc, voilà, je vais vous écouter, et nous allons tous vous écouter avec beaucoup de bonheur, beaucoup de bienveillance, en ayant toujours à l'esprit qu'ils ont fait ça sans y être forcés, sur la base d'un simple volontariat. Ils se sont imposés cet exercice de prise de parole en public, alors même qu'ils n'ont rien à y gagner, quelques bons FNAC dérisoires, mais ça n'est évidemment pas pour ça qu'ils ont fait cet exercice, c'est pour partager avec nous et avec vous le goût des mots, et honnêtement c'est assez remarquable lorsqu'on va
passer le baccalauréat, les épreuves de français, de s'ajouter une épreuve supplémentaire consistant à préparer sur plusieurs tours, parce qu'ils ont été sélectionnés, un concours d'éloquence, mais en réalité de tout cela, vous serez rétribué dans les études supérieures qui s'ouvrent à vous. Et je vais vous écouter avec beaucoup de bonheur, car la dernière chose que je voudrais vous dire, c'est que ce que vous allez faire maintenant, j'aurais été incapable de le faire à votre âge. J'aurais été là, comme tous ceux qui n'ont pas de vie. Et je n'aurais pas été là, comme tous ceux qui ont du talent. La réalité est que tous ceux qui sont là n'ont qu'une envie, c'est d'être là, mais ils n'en ont pas le courage. Et donc, ou pas l'âge, ou plus l'âge. Et en tout cas, c'est l'expression d'un regret dans un cas comme dans l'autre. Donc, je vous admire beaucoup parce que moi, je n'aurais même pas été là. En réalité, je serais resté chez moi. Donc, vraiment, un immense bravo d'avoir participé. Je sais le prix que peut avoir la parole pour des gens pour lesquels ce n'est pas un exercice naturel. Et donc, je suis plein de solidarité et d'empathie avec vous. Je vous admire déjà. Et je vous admirerai encore plus dans un quart d'heure. Et nous allons procéder au tirage au sort de l'ordre des candidats. Et très curieusement, la main innocente est celle de Madame le maire. Ah, va voir ailleurs si j'y suis. Combien de fois ai-je entendu cette expression? Dérivée du très poétique et léger va te faire foutre, c'est sa version politiquement correcte. C'est à l'extrême droite ce qu'essayait d'être Marine Le Pen, du moins nous soupesons. Ou encore ce qu'était Serge Gainsbourg à la chanson française. On me dit à l'oreille que Serge Gainsbourg ne peut pas considéré comme politiquement correct, mais passons. Va voir ailleurs si j'y suis. Je la sonne comme une phrase qu'une femme pourrait rétorquer à un mauvais dragueur tentant inlassablement de la séduire. Pour être honnête avec vous, on m'a déjà été adressé. Mais passons un peu plus. Oui, va voir ailleurs si j'y suis. Beaucoup de puissance pour peu de mots. Cette expression a un effet dévastateur car elle place directement une barrière entre les deux interlocuteurs qui inspire un certain rejet brutal, quasiment physique. On peut supposer qu'elle sera judicieusement passée en début de conversation pour couper court et empêcher qu'elle se prolonge. Mais cherchons plus à l'analyser et comprendre comment la façon dont on va la prononcer influera sur la compréhension qu'en aura l'interlocuteur. Il y a dans cette phrase un impact, plus ou moins fort selon le contexte par lequel on la déclare. Va voir ailleurs si j'y suis. Va voir ailleurs si j'y suis. Il va rien à voir avec va voir ailleurs si j'y suis. Nous remarquons beaucoup que l'intonation et la gestuelle comptent. C'est ce qui donne beaucoup plus d'attrait et beaucoup plus de contexte à cette phrase. Ce qui note bien l'importance de la communication non verbale et paraverbale. On a tendance à penser que quelqu'un sera plus avantagé par ses mots. C'est totalement faux. Les gens seront généralement étonnés et retiendront la façon dont vous vous comportez avec eux. Plus physique et... excusez-moi. Les gens retiendront généralement d'une personne la façon dont elle se comporte et dont elle agit. N'hésitons pas qu'un geste vaut 1000 mots. Oui, je pense qu'un geste vaut 1000 mots car les mots peuvent mentir, mais les gestes non. En tout cas, il est très difficile de les faire mentir car généralement on est trahi par son corps. Le corps ne ment pas. Du moins, il est très compliqué de le faire mentir. C'est pour ça que le métier d'acteur, par exemple, est très compliqué. C'est aussi pour ça que les sophistes, durant l'époque de la Grèce antique, qui utilisaient la rhétorique et le théâtre, pouvaient facilement séduire les gens et les convaincre. C'est aussi pour ça que lors du débat 74, Mitterrand a perdu contre Giscard d'Estaing. Car l'attitude que Giscard d'Estaing a adoptée pendant ce débat a totalement bouleversé la position de Mitterrand, qui était jusqu'alors encore considéré comme un papa, très revendicatif et très assis dans ses bottes.
il s'est retrouvé déstabilisé. Mais laissons-là les analyses strictes et scolaires pour nous orienter vers quelque chose de plus passionnant, quelque chose de plus léger, qui j'espère du moins pourra vous toucher. En travaillant sur ce sujet, il m'est directement venu à l'esprit l'importance des mots. Et plus précisément le mot ailleurs. Donc avant ailleurs, j'y suis, le mot ailleurs est très important car il nous évoque quelque chose qui reste encore assez flou pour nous. L'ailleurs, c'est un concept qu'on croit connaître mais qu'on ne maîtrise pas du tout en réalité. L'ailleurs fascine. Pourquoi fascine-t-il autant? Eh bien, personnellement, je pense qu'il fascine à cause de son caractère insaisissable et intangible. L'ailleurs est lié au voyage, et le voyage fait rêver. Mais la question qu'on peut se poser, c'est: sait-on réellement voyager? Je ne pense pas, car le voyage a pour but premier l'apprentissage. Le voyage est un rite initiatique qui permet de découvrir d'autres contrées, d'autres cultures, d'autres personnes, d'autres. Le voyage permet de découvrir les autres, en général. C'est la matérialisation de la rencontre. Oui, la rencontre avec l'autre. Alexandra David-Neil disait: voyager sans rencontrer l'autre, ce n'est pas voyager, c'est se déplacer. Est-ce réellement utile de voyager, si ce n'est que pour se déplacer? Vous me direz: oui, le voyage peut être utile car, même si on se déplace, il nous permet de relativiser, de changer de monde, changer de quotidien. Mais ne peut-on pas faire ça à côté de chez nous? Nous n'avons pas forcément besoin de nous déplacer à 3000 km pour pouvoir changer de quotidien. Je pense aujourd'hui que dans les pays occidentaux, très peu de personnes savent réellement voyager. On passe souvent quelque part sans réellement saisir le sens. On ne comprend pas la culture. Et on expose un peu le voyage comme quelque chose, comme un trophée, comme un badge, qui n'est pas réellement intéressant, mais ça reste un badge. Il est là pour frimer, entre guillemets. Pour moi, le voyage, c'est similaire à ce qu'Antoine de Maximi fait dans J'irai dormir chez vous. Il a un caractère insaisissable et on ne doit pas forcément attendre quelque chose d'un voyage. On doit le découvrir, on doit l'explorer. Le voyage permet de rencontrer. Il n'est pas là pour satisfaire quelconque désir. Plus que de rencontrer, le voyage permet de s'ouvrir à l'autre. Lorsque l'on observe les rapports entre les êtres humains, aujourd'hui, on constate que la problématique de la rencontre n'est pas uniquement propre au voyage, elle est propre à toute la société en général. On constate que la problématique se pose dans les rapports sociaux. Les gens ne communiquent plus entre eux. Ils ne savent plus communiquer, ils prennent l'individu plus que la collectivité. Par exemple, lorsqu'on marche dans la rue, lorsque je marchais dans la rue, il m'est déjà arrivé de dire bonjour à des inconnus et d'être regardé comme un sot, comme un idiot. Les personnes étaient... J'imagine que les personnes se disaient « va voir ailleurs si j'y suis ». C'est un peu redondant, je vous l'avoue. Mais puisque je dois aller ailleurs, je souhaiterais aller là où on ne m'attend pas. Ou plutôt, là où la société ne m'attend pas. Puis certains qu'en voyant, vous avez dit « oh, intéressant, un jeune garçon, noir, ça doit être particulier, il doit avoir un truc. Pourquoi est-il ici ?» Eh bien, c'est une réflexion qui n'est pas forcément faite de manière consciente, mais elle témoigne de quelque chose qui me suivra peu importe où j'irai. Les préjugés. Il faut cesser les préjugés, car ils gangrènent nos sociétés. Penser cela, penser que les préjugés sont réels, c'est assimiler une identité et des manières d'agir à une communauté qui n'est pas elle-même unique, elle est plurielle. Une communauté est plurielle, elle est constituée de divers individus, d'horizons différents, de pensées différentes et d'agissements différents. Mais comme le dirait une candidate après, à qui la faute? Pourquoi les préjugés sont-ils présents? Eh bien, je pense que les préjugés témoignent d'une certaine réalité, mais il faut savoir oser aller à l'encontre des préjugés. La faute est aux deux camps, car les personnes victimes de ces préjugés ne se révoltent pas assez. Ils en complainent. Ils pensent que la société les rejette et ne cherchent pas à changer cela. Il faut donc oser aller de l'avant et bouleverser le premier choix qui nous a été donné. Il faut vaincre cette peur du rejet sans cesse et oser. Si ça t'arrive toujours de dire bonjour à des inconnus dans la rue? Bah, j'essaye, mais c'est vrai que c'est un peu décourageant, quoi, parce qu'on est vu un peu comme un monstre. Enfin, c'est un peu anormal. Les gens nous voient de façon particulière, ils disent qu'est-ce qu'il me veut lui en fait? Pourquoi il me dit bonjour? Et avant de leur dire bonjour, tu leur dis quoi après?
Rien du tout. Enfin, j'en dis juste bonjour par politesse, pour leur souhaiter une bonne journée, quoi. Je pense que c'est... À chaque fois que tu croises quelqu'un. Non, mais avant je le faisais très souvent, mais je le fais beaucoup moins maintenant, mais j'essaie toujours de le faire. Tu as décrit Valéry Giscard d'Estaing comme un papa assis dans ses bottes, c'est ça? Oui. Non, c'était François Mitterrand. Ah, François Mitterrand. Pourquoi? Parce que François Mitterrand, c'était quelqu'un qui était très éloquent. Il arrivait à convaincre les gens très facilement et il avait une certaine assise qui lui permettait d'agir comme un papa en fait. Les gens avaient très peur, ils le craignaient. Et Giscard d'Estaing était vu un peu comme un impertinent quand il a essayé de le détrôner en fait. Il était vu comme celui qui voulait détrôner le papa, prendre sa place. Et Mitterrand était très affaibli, je pense, après ce débat, parce qu'il a même perdu la présidentielle. Et il est revenu après avec beaucoup plus d'assurance, et lui qui pensait être indétrônable a pris beaucoup plus de pincettes. Merci beaucoup. Merci Hector. T'as de beaux yeux, tu sais. You have beautiful eyes, you know. Tienes hermosos ojos, ¿sabes? Du hast schöne Augen, weißt du? Le monde entier connaît cette réplique célèbre adressée par Jean Gabin à Michel Morgan dans le film Le Quai des Brumes de Marcel Carné, sorti en 1938. Une phrase culte pour une actrice qui a bouleversé sa carrière. Cette réplique, écrite par Jacques Prévert, qui a signé le scénario du film, l'a transformée en icône. Son regard, d'un bleu limpide, attirant et énigmatique, participera à son succès. À seulement 18 ans, Michel Morgan avait déjà les plus beaux yeux du cinéma français. Même Disney s'est inspiré de cette réplique culte. Dès 1941, dans le dessin animé Dumbo, lorsqu'il fait dire à la mère du célèbre éléphanteau « T'as de beaux yeux, tu sais. Dommage, tes oreilles les cachent. » Moi aussi j'ai de beaux yeux bleus, vous l'aviez remarqué? Heureusement que ma mère n'a jamais fait allusion à mes oreilles. Et vous, président? Ah oui, parce qu'il faut savoir que notre président aussi a de beaux yeux bleus. Comme Dumbo. Trop peu de gens, malheureusement, connaissent la réplique de Michel Morgan à Jean Gabin. Et c'est bien dommage. « Embrassez-moi, lui dit-elle, puis suis un doux baiser. » Et Michel Morgan d'ajouter « Embrasse-moi encore. » En oubliant volontairement le vouvoiement. Elle l'avait séduit. Michel Morgan aura l'occasion à de nombreuses reprises de raconter l'histoire de cette scène. À l'époque, jeune fille de 17 ans, elle fait ses premiers pas au cinéma. Jean Gabin, lui, 33 ans, est déjà un monstre sacré du cinéma français. Il en profite, il joue les gros bras et taquine sa partenaire. Michel Morgan est terriblement intimidé par le charisme de la star. Elle raconte n'avoir su ni comment faire, ni où regarder. Et c'est cet embarras qui fera la magie de la scène. Cela nous renvoie naturellement à l'importance du regard dans la vie. Ne dit-on pas que le regard est le reflet de l'âme? Mais ce regard est-il perçu partout dans le monde de la même façon? Et Internet n'est-il pas venu bouleverser notre communication? Nous nous poserons successivement l'ensemble de ces questions. Le regard nous permet donc d'entrer en contact avec une personne et de maintenir son attention. En retour, il nous permet de percevoir les réactions de son interlocuteur. Mais, selon les cultures, l'interprétation d'un regard peut varier sensiblement. Par exemple, en Occident, ici, quelqu'un qui regarde dans les yeux est considéré comme sûr de lui et digne de confiance. Et au contraire, un regard fuyant sera considéré comme un signe de timidité ou comme peu sûr de lui, voire indigne de confiance. À l'inverse, dans certains pays arabes et asiatiques, regarder son interlocuteur dans les yeux est considéré comme un signe de provocation, d'agressivité ou d'impolitesse. Mais tout cela est encore très différent dans les échanges amoureux. Et oui, une personne qui vous regarde, mais qui a tendance à détourner le regard lorsque vous la regardez, peut signifier que la personne s'intéresse à vous, mais qu'elle est gênée ou qu'elle a peur de vous montrer son réel intérêt.
Et j'en ai repéré dans la salle. Suivez mon regard. Si son regard passe et revient très vite vers vous, il y a de bonnes chances pour qu'en réalité, vous lui plaisiez. Le regard fuyant est alors un bon signe. Les armes sont une arme de séduction très puissante. C'est souvent par là que débute le plaisir du jeu amoureux. Mesdames, il paraît d'ailleurs que pour attirer le regard d'un homme qui vous plaît, il vous suffit de le regarder une dernière fois dans les yeux avant de vous évanouir dans la nature. De cette façon, son visage restera gravé dans sa mémoire visuelle. Cependant, pensez quand même à laisser une trace à l'homme convoité, un numéro de téléphone ou autre, parce qu'à défaut, il ne vous retrouvera pas et votre petit jeu n'aura servi absolument à rien. Certaines études démontreraient aussi que deux personnes amoureuses se regardent plus ou moins 90% du temps droit dans les yeux. Dans une relation sans caractère amoureux, les personnes ne se regardent que 30 à 70% droit dans les yeux. Bon, maintenant, réfléchissez et pensez à l'attitude de votre conjoint envers vous, par exemple, lors du dernier repas. Je sens que ça va discuter sérieusement dans les foyers ce soir. Ainsi, les yeux en disent souvent plus que les paroles elles-mêmes. Elles traduisent toutes les émotions, l'amour, l'attirance, ou bien au contraire l'agacement, l'ennui, la haine, la colère. Et si le regard entre individus est empreint de considérations culturelles, n'a-t-il pas été également bouleversé par Internet? Avec Internet, nous tentons sans cesse de nous informer, de transmettre des données avec le monde entier. Et, croyons-nous du moins, de communiquer à toute heure et à n'importe quel endroit dans le monde. Cette communication par écran interposé se fait le plus souvent, sauf échange de type FaceTime, sans croiser le regard de l'autre. En réalité, cette quantité de communication n'en dégrade-t-elle pas la qualité? Et ne rencontrons-nous pas moins de gens? Internet ne remplace-t-il pas les anciennes modalités de sociabilisation? Comme par exemple aller regarder un film au cinéma, aller se balader dans un parc, ou encore aller voir des concerts. Or, n'a-t-on pas besoin d'un partage authentique et du regard de l'autre pour exister? Est-ce que ce n'est pas le regard de l'autre qui nous construit? Les autres ne sont-ils pas un peu le reflet de nous-mêmes? Lorsque quelque chose nous plaît chez quelqu'un, ne voyons-nous pas le reflet de ce qui nous plaît chez nous? Et à l'inverse, à chaque fois que nous décelons chez quelqu'un un aspect qui nous dérange, ne voyons-nous pas un nous, ne refusons-nous pas de voir en nous cet aspect qui nous est révélé? Est-ce que ce n'est pas le regard des autres qui nous offre la possibilité de grandir, d'évoluer? Tout simplement, peut-on exister sans le regard des autres? Internet n'est-il pas devenu un moyen de fuir? Les relations avec les autres sont riches, mais également exigeantes et complexes. Ces relations avec les autres exigent patience et compréhension. Les relations via Internet ne nous permettent-elles pas de croire que nous les maîtrisons davantage? Par Internet, il est facile de supprimer un ami en un simple clic, ou plus généralement de garder les autres à distance. T'as de beaux yeux, tu sais. Cette réplique a, à tout jamais, bâti la réputation mondiale d'une jeune actrice, celle d'avoir le plus beau regard du cinéma. Ce regard a bouleversé sa vie. Ce n'est pas forcément si rare qu'on pourrait le croire. Un regard peut bouleverser votre vie, pour le meilleur ou pour le pire. Un regard amoureux peut aboutir à une relation pour la vie. Un regard de travers dans la rue a parfois brisé des vies. Combien de jeunes, moins jeunes, sont morts pour un simple regard de travers? Le regard des autres a de toute façon un impact décisif sur chacune de nos vies. Du regard des autres dépend la façon dont nous nous percevons. Les autres et le regard des autres est ainsi parfois difficile à assumer. Une chose est sûre, dans une certaine mesure, nous craignons tous le regard des autres. Peur de décevoir, peur d'être jugé, peur que l'on se moque de nous, un peu comme moi ce soir. La réponse tiendra en 3 mots: respect, écoute et bienveillance. Si l'on respecte ces valeurs, si on les applique aux autres,
alors nous nous sentirons nous-mêmes moins jugés et plus heureux. Heureux comme une certaine Michèle Morgan, qui a peut-être réussi à séduire un Jean Gabin trop sûr de lui. Ou heureux comme moi ce soir, d'avoir pu évoquer par devant vous, au travers de ces quelques digressions, la plus célèbre réplique du cinéma français. Et Pierre, Oui, d'abord merci pour Donnebeau. Hein. 1h30 de train aller, 1h30 retour pour se faire traiter d'éléphant, ça fait toujours plaisir. Aimer, c'est se regarder l'un l'autre ou c'est regarder dans la même direction? c'est un peu un mélange de tout. Il faut un peu de Alors là, faut loucher. Exactement. On regarde l'autre, et l'autre se met dans la même direction que nous. Ça fait qu'on se regarde bien. Ça fait... Oui. C'est comme les vecteurs. C'est des vecteurs collinaires qu'on aligne l'un dans l'autre. Ah, t'es en S. Oui. Je regarde particulièrement Madame Pellegrin, par exemple. C'est important pour toi, Pierre, le regard des autres? Le regard des autres est important pour tout le monde, je pense. Y compris pour moi. D'accord. Très important. Pas très important, mais un minimum important. On fait attention à comment on est habillé, on ne va pas s'habiller n'importe comment. Et puis on fait attention à comment les autres nous perçoivent. Est-ce qu'ils ne vont pas nous percevoir comme des hypocrites, hein, nous percevoir comme des gens peu fiables? Ça peut être gênant dans la vie de tous les jours. Alors que si on est considéré comme quelqu'un, au contraire, en qui on peut avoir confiance, en qui est honnête, ça permet d'avoir des meilleures relations avec tout le monde. Donc son image peut aider à améliorer la qualité de vie et la qualité de relation avec les autres. Le regard des autres est important et intervient dans qui nous sommes et dans comment nous sommes perçus. Bravo Pierre pour ton discours. Est-ce qu'il faut plaire pour convaincre? Pas forcément. On peut convaincre sans plaire. Mais l'inverse est le plus souvent vrai. Il est plus facile de plaire à quelqu'un, de convaincre quelqu'un quand on lui plaît. Par contre, si on a de bons arguments, il est sûr qu'on peut le convaincre, même s'il ne nous aime pas, et même si on ne plaît pas à quelqu'un. Merci beaucoup, Pierre. Je vous en prie. Merci. Mesdames, Messieurs, les membres du jury, Mesdames, Messieurs, le public, hommes, femmes, jeunes gens, connaissez-vous la différence entre écouter et entendre? Ou encore entre convaincre et persuader? La plupart d'entre vous me répondront, c'est la même chose. Ce sont des synonymes. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas si longtemps pour moi, ces deux mots avaient la même signification. Et pourtant, comment osons-nous massacrer cette belle et riche langue française? Ces deux mots ne sont pas exactement identiques. Par définition, ils sont seulement synonymes. Il y a donc une nuance, une différence. Oui, il faut de tout pour faire un monde. Pour faire un monde. Un monde. Un monde. Mais qu'est-ce qu'un monde? Je vous propose de remonter le temps à l'époque de la langue latine. Le mot monde vient du mot latin mundus, qui signifie ce qui est arrangé, net, pur. C'est-à-dire un ensemble ordonné, bien disposé, organisé, arrangé en harmonie. Continuons notre voyage il y a des milliards d'années, où le tout n'existait pas, et retrouvons notre ancêtre commun, Lucas, Last Universal Common Ancestor, qui, pour réussir, a eu besoin d'eau et de lumière. Nous y voilà. Le tout avait commencé, et le commencement de ce qui allait donner nous était enclenché. Partis du même ancêtre commun, nous sommes arrivés à nous tous réunis aujourd'hui, mais aussi à toutes les personnes de ce monde et de l'autre monde. Mais chacun est différent. Ce qui complète ce tout définit à chaque millénaire, siècle, à chaque année, heure, à chaque minute, seconde, quand un enfant naît,
quand une plante fleurit, quand un objet vieillit, quand les animaux se reproduisent. Ce qui a créé le monde. La diversité de nous tous nous a fait chacun à notre façon avec nos propres gènes. La première différence de l'être humain reste celle de l'homme et de la femme. Certains diront que les femmes ne sont seulement faites pour lire, cuisiner, faire le ménage, s'occuper des enfants. La femme n'est pas seulement faite pour cela. Elle peut faire aussi comme les hommes, mais chacun doit jouer son rôle. Oui, il faut de tout pour faire un monde, des hommes et des femmes. Dans le monde, il y a donc la différence de sexe, mais aussi des différences physiques. Oui, nous avons besoin de sportifs ou sportives, mais pas que. Les plus baraqués d'entre nous ont aussi leur place dans le monde. Il y a donc la différence de corpulence, mais aussi la façon de s'habiller. Je vous propose maintenant d'embarquer à la découverte d'un monde où les êtres humains seraient habillés tous de la même manière. Vous vagabondez dans les rues sans reconnaître personne, lorsque, d'un seul coup, vous tombez sur des jumelles très ressemblantes. Si tout le monde s'habille de la même façon, impossible de les différencier. Et pourtant, elles ont des caractères bien différents. Oui, il faut de tout pour faire un monde, et chacun a donc le droit de se démarquer. Et finalement, tant mieux. Encore heureux que tout le monde ne se jette pas sur le premier sweat à la mode ou les dernières chaussures qui viennent de sortir. Car il faut de tout pour faire un monde. Afin d'atteindre ce tout, il faut aussi un équilibre entre tous. Oui, si nous revenons 2 minutes à la définition du mot monde, le monde est un ensemble organisé, arrangé en harmonie, ordonné, bien disposé, mais c'est aussi et surtout un ensemble où chaque chose, chaque élément est à sa place, où chaque chose, chaque élément a un rôle à suivre dans l'équilibre de l'ensemble. Nous allons, encore une fois, remonter le temps, mais pas si loin, cela dépend de votre âge, seulement 1 ou plusieurs décennies. Quand vous étiez dans votre enfance, encore naïfs et innocents, et que dans la cour de récréation, vous jouiez à tenir l'équilibre à pied. Pour réussir, vous aviez besoin du courage de tout votre corps. Le mental, la concentration, les muscles, l'attention, l'agilité. Ici, le tout commence à prendre tout son sens. C'est le cas de le dire. En bref, qu'est-ce que le tout? Est-ce que le tout est vraiment défini? Est-ce qu'aujourd'hui, nous possédons ce tout? Le tout dans le monde permet de partager des cultures, mais aussi des techniques. Mais dans le partage, chacun a une place différente dans la connaissance du savoir pour se donner des conseils. Oui, tout le monde est important pour créer un monde. À des échelles différentes, pourquoi pas, mais plusieurs petits mondes ne pourraient-ils pas former un grand monde? Le tout se manifeste aussi par des désaccords. Si nous remontons encore une fois le temps, à l'époque de Christophe Colomb, certains pensaient que la Terre était plate, d'autres qu'elle était ronde, et donc que c'était possible d'y faire le tour. Oui, il faut de tout pour faire un monde. Si ces 2 camps ne se seraient pas affrontés, personne n'aurait été vérifié si la Terre était ronde ou plate. La prise d'une opinion permet donc de dévoiler des vérités. Réellement, vous, à mon âge, 17 ans, les téléphones portables n'existaient pas. Pour autant, sembliez-vous malheureux, voire plus heureux que nous avec nos nouvelles technologies? Oui, le tout évolue sans cesse et s'amplifie. Justement, ne faudrait-il pas de tout pour faire un monde? Le tout ne pourrait-il pas être remis en question? Ne vous êtes-vous jamais posé la question, n'y a-t-il pas trop de progrès, d'évolution sur Terre? Les grosses caisses n'écraseraient-ils pas les délicates flûtes, tel un orage sur les champs de blé? Si le tout est l'être humain, il est aussi des valeurs, des caractères. J'ai besoin de tout pour faire un monde, j'ai besoin du monde pour écrire partout la liberté. Comme le fait si bien Paul Éluard sur nos cahiers d'écolier, sur l'écho de mon enfance, sur les merveilles des nuits, sur mon chien gourmand et tendre, et j'en passe, j'écris ton nom. Si la liberté reste une des valeurs suprêmes, elle doit quand même être régie par des lois. D'où toujours la nécessité de s'engager, de lutter, de s'impliquer. Certes, le monde est déjà créé,
mais à nous tous, à toutes les personnes de la planète de faire ce monde. Certains penseront qu'il faut enlever ce tout pour se rendre dans un monde sans injustice, sans guerre, sans anéantissement, sans riches, sans pauvres, sans inégalité entre tous. Cependant, nous ne pouvons pas nous rendre dans un monde utopique. Et le monde, tel que nous l'imaginons, reste nos rêves, nos envies, nos désirs. Mais nous pouvons sans cesse, à nous tous, essayer d'en approcher au plus, comme les nombres entre 0 et 1 se rapprochent de 1. En somme, faut-il de tout pour faire un monde? Peut-être que oui, peut-être que non. Ou ni l'un ni l'autre. Certains sont curieux, comme ceux aujourd'hui qui attendent ou recherchent avec impatience la différence entre écouter et entendre. Je vais vous la dire. Écouter, c'est être attentif à l'apparition d'un bruit, d'un propos. Tandis qu'entendre, c'est comprendre, percevoir un propos. J'espère donc que vous m'avez plutôt entendu et de vous avoir convaincu et non persuadé. Merci Eline. Si tu pouvais refaire le monde, quelle serait ta première décision? Un monde sans guerre, avec la paix partout. Merci. Tu as dit, Émile, qu'il fallait vraiment tout pour faire un monde. On l'a compris, tu l'as répété beaucoup. Est-ce que le tout n'inclut pas aussi le mal, le mauvais? Finalement, peut-être que oui, il faut du mal et du mauvais, puisque finalement, c'est grâce à nos erreurs que nous progressons. S'il y avait un beau monde où il n'y aurait pas du tout d'erreurs, ce serait difficile d'aller voir plus loin et de progresser. En même temps, tu souhaites la paix. On peut espérer les deux. Et tu nous as dit que les femmes pouvaient faire comme les hommes. Alors moi, ça me déprime complètement. Est-ce que tu ne crois pas que les femmes ont en réalité vocation à faire mieux que les hommes? Ah ça oui, elles peuvent faire mieux que les hommes. Après, il faut juste réussir à se démarquer dans un monde qui a déjà été pris beaucoup par le sexe masculin, avec l'histoire. Et justement, une dernière question pour moi à propos de cette histoire d'humanité. Je voudrais en savoir un peu plus sur la façon dont tu imagines Lucas. Une cellule, parmi une cellule comme nous avons sur notre peau. J'imagine comme ça, avec toutes les spécificités un peu de chaque être vivant qui peut exister sur Terre, avec un peu un caractère de chacun. Merci beaucoup. La civilisation existe grâce à la structuration de groupes autour de cadres, de règles, qui garantissent la vie en commun, et ce depuis toujours. Cela veut simplement dire que pour qu'une civilisation prospère dans une vie commune, il faut établir un certain nombre de règles et s'assurer qu'elles soient bien respectées. Depuis les 10 commandements jusqu'à nos jours, l'homme vit sous le poids d'un certain nombre de règles qu'il s'impose à lui-même pour garantir ses libertés. Des représentants de l'autorité dans chaque pays s'assurent que ces règles soient bien respectées par tous. Mais vous et moi, nous savons que ce n'est pas le cas. Car si c'était le cas, nous vivrions soit une belle utopie, où tout le monde vivrait en harmonie, ou bien une dystopie, dans un modèle totalitariste qui entraverait ces libertés. Mais ni l'un ni l'autre ne sont la réalité. Car les règles ne sont-elles pas faites pour être transgressées? Et cette transgression n'est-elle pas l'expression absolue de la liberté? Tout d'abord, laissez-moi revenir sur la notion d'interdiction. Le mot interdire, dans son sens le plus courant, signifie empêcher ou défendre quelque chose à quelqu'un. Il est composé de inter et de dire entre, c'est-à-dire placer entre ce qui est dit
un élément étranger pour casser la raison logique. Et vu vos regards, je pense que j'en ai perdu certains. Laissez-moi expliquer ça avec une métaphore. Admettons que vous êtes face à un ravin et qu'il y a un pont pour accéder de l'autre côté. Eh bien, l'interdiction, c'est le fait de couper ce pont entre votre volonté et la possibilité de le transformer en réalité. Donc, l'interdiction, c'est l'élément qui casse votre logique. Depuis la naissance, on enferme les individus, notamment par l'éducation, dans un certain nombre de boîtes, de règles, de cases. Et ce sont notamment ces cadres qui ont déclenché le soulèvement de mai 68. Pour vous resituer un peu tout ça, en 1968, au lieu des manifestations violentes entre les étudiants et le pouvoir mis en place, jugé trop autoritaire. En réalité, ce n'est pas que ça. Il y a aussi un mouvement ouvrier important, dû à un taux de chômage trop élevé et à des salaires trop bas. Mais ce sont bien des étudiants qui ont enclenché le processus. Ils ont notamment écrit sur un mur de la Sorbonne « Il est interdit d'interdire ». Lorsque j'ai reçu cette phrase comme sujet, la première chose que je me suis dite, c'était que j'étais dans le beau drap. Car pour quelqu'un comme moi qui découvre cette phrase pour la première fois, on ne pense pas à tout l'aspect philosophique qu'il y a derrière. On se dit juste merci Wikipédia. Mais j'ai mis un moment avant de savoir de quoi j'allais vous parler ce soir. Mais maintenant je le sais. Au risque d'en faire sourire certains, je vais vous parler de reblochon. Normalement c'est le moment où vous pouvez pour quitter la salle, mais avant cela, je vais vous résumer de manière assez caricaturale le déroulement d'une vie humaine. Lors de votre adolescence, vous vous rendez dans votre bahut. Lorsque vous grandissez, vous vous rendez sur votre lieu de travail dans votre caisse. Vous travaillez dans des boîtes, et toute votre vie, vous espérez atteindre une nouvelle classe sociale en espérant ne pas rentrer dans des cases. Donc depuis la naissance, l'individu est régi par des règles qui symbolisent ce qu'il aura le droit de faire ou de ne pas faire. Eh bien, pour le reblochon, c'est la même chose. Un reblochon, il faut le mettre dans son papier ou dans sa boîte, sinon il coule, il y en a partout, et pour nettoyer ça, ça va être compliqué. Une fois que le reblochon est sorti de sa boîte, vous aurez du mal à le remettre dedans. Et pour les transgressions de mai 68 ou dans notre société, et je ne parle pas trop fort, pour la société, pour notre société, c'est la même chose. Il faut établir un certain nombre de règles. Sinon, l'odeur et la trace sur le plancher sont encore visibles même 50 ans plus tard. Bon, après avoir digressé sur le fromage et vous avoir défini l'interdiction, je pense qu'il est enfin temps de revenir vers notre sujet principal. Il est interdit d'interdire. Prenons un exemple. Imaginez que, sur un coup de tête, vous décidez de tuer quelqu'un, votre meilleur ami par exemple. Vous vous rendez simplement chez lui, vous prenez un couteau et vous l'assassinez. Qui va vous en empêcher? La loi? Non. La seule interdiction possible est celle que vous vous fixez à vous-même. Pour reprendre l'exemple du pont de tout à l'heure, ce pont peut vous permettre d'atteindre l'autre côté, c'est-à-dire celui du meurtre. Mais non, vous décidez de le couper vous-même, car il est contraire à ce que vous pensez et à vos idées. Vous pouvez choisir de le franchir, mais une fois franchi, il n'y a pas de retour possible. En faisant mes recherches pour délimiter mon sujet, je suis tombée sur une citation très intéressante. Nul n'a le pouvoir d'interdire les rêves. Nul ne peut couper le pont qui relie votre volonté et la possibilité de le transformer en réalité. Seul vous pouvez le faire. Bon, c'est bien, lorsque j'aurai fini mon discours, vous vous souviendrez de moi comme de la fille qui a parlé de reblochon et qui encourage le meurtre. Mais ce n'est pas le cas. Je n'encourage personne à tuer personne. Mais si votre rêve, c'est de tuer votre meilleur ami, je vous encourage à couper les ponts avec lui et garder le couteau pour le reblochon.
Merci beaucoup. Hormis la question du reblochon, tu évoques beaucoup la question de l'interdiction et des cases, mais est-ce que l'interdiction ne peut pas être aussi utile pour assurer la liberté des autres? Qu'est-ce que tu en penses? Les règles sont conçues pour assurer les libertés de chacun. Mais si nous suivons chaque règle à la lettre, techniquement nous ne sommes plus libres. Or, elles sont là pour assurer nos libertés, donc on a là un assez gros paradoxe. Mais en effet, elles sont là pour assurer de prime abord notre liberté. Clémence, en tant que magistrat, je suis un peu affolé par ta vision de la loi. En fait, pour toi, la loi, les gens ne l'écoutent pas vraiment. Si j'avais compris, hein, mais tu crois pas quand même que la peur d'aller en prison, elle impose pour éviter de tuer ton voisin, ton meilleur ami avec ton couteau et le garde ensuite pour le reblochon aussi. Si, c'est pour ça. Les interdictions, c'est ce qu'on dit à soi-même. La loi nous propose, même nous encourage à couper un certain nombre de ces ponts, mais c'est à nous de le faire. Si par exemple, j'ai vraiment envie de tuer quelqu'un, je vais le faire, même s'il ne faut pas le faire. Mais... si j'ai vraiment envie de le faire, je le ferai, j'irai en prison, et voilà, tant pis pour moi, mais si c'est mon envie, je le ferai. Mais c'est la loi qui me dit de ne pas le faire, parce que j'y risque des sanctions, bien sûr. Voilà. Et j'ai peur de ces sanctions, donc je ne le fais pas. Et Clémence, est-ce que tu pourrais tuer pour du reblochon? Si on voit une quantité astronomique de reblochon, j'y réfléchirai. Non, je ne le ferai pas, bien sûr. J'aurais trop peur des sanctions. Voilà. Merci beaucoup. J'ai 15 ans et demi, 19 jours et à peu près 18 heures. Je mesure 1m58. Je suis ce que l'on appelle un petit gabarit, un XXS. Durant ma plus tendre enfance, on m'a souvent dit cette phrase: tu comprendras quand tu seras plus grand. Aujourd'hui, devant vous, on me demande de disserter sur ce sujet. Thème difficile, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous avez compris en grandissant? Arriveriez-vous à l'expliquer en quelques phrases? Parce que moi, je ne suis pas très grande, comme vous avez pu le constater. Ne m'estimant donc pas à la hauteur de vos attentes, je suis allée rencontrer des vétérans, des seniors. Je suis donc allée à la maison de retraite la plus proche, interroger le 3e et le 4e âge. Même si je ne suis pas très douée pour raconter des histoires, voici ce qui s'est passé. Chante. Avec, je vous l'avoue, une certaine attention. Pas un bruit, hormis celui des claquements de bouche. Toutes ces personnes âgées, assises dans leur fauteuil, le regard perdu dans le vide, ne m'inspirent pas grande confiance. Et là, miracle, un visage nordique passe à côté de moi, une infirmière. Elle me dirige vers une tablée de quelques dames et d'un monsieur qui pourraient m'aider dans ma quête. Je m'installe donc, leur dis mon sujet et sors mon téléphone. Ils sont tous ébahis devant cette nouvelle technologie et me bombardent de questions. Alors pour lancer mon sujet, je demande: est-ce que quelque chose a marqué votre passage de l'enfance à l'âge adulte? Daniel m'a droit dit tout de suite: c'est quand je suis devenue jeune fille. Ma mère m'en avait caché bien des choses. C'est vrai qu'à cette époque, les règles étaient sévères. Il n'y avait pas d'espace. Le monsieur me dit que son beau-père avait montré son vrai visage qu'après le mariage qu'il unit à sa mère. Mais il est sans arrêt coupé par des « que vous avez de grands bras !» C'est pour mieux vous enlacer, mes enfants. Non, il n'a pas répondu ça. C'est un grand, mais gentil. Alors, une infirmière arrive, le libérant du groupe d'arrière-grand-mère les comparant à leur mari. L'une d'entre elles, Annie, avec des cheveux blancs, me demande: vous avez 14 ans? L'estime personnelle en prend un coup. J'ai 15 ans. Alors, la discussion part sur la guerre, sur les amis d'enfance. Pour recentrer sur mon sujet, je demande: quelle est la limite entre l'enfance et l'âge adulte? Silence. Un an passe et je reformule: qu'est-ce qui nous fait devenir adultes?
La dame à ma gauche, Janine, dit timidement. C'est quand on se marie que l'on a notre vie, on voit les choses autrement. Elle est mariée ? Demande Annie. Alors, elles sont à leur mariage, de l'âge de leur mariage, du mois de leur mariage. Entre-temps, Annie n'arrêtait pas de me demander « Elle a quel âge la jeune fille ?» 15 ans. Puis elles parlaient de leur mari, de la taille de leur mari. Décidément, le mariage a beaucoup compté dans leur vie. C'est à ce moment que je me rends compte que pour elles, le mariage, c'est la liberté. Avoir leur vie. Mariage. 7 lettres. Scrabble. Décidément, même dans les jeux de société, ce mot est important pour sa génération. Le grand gentilhomme revient, et avec lui, il remarque sur sa taille. Il me dit qu'il a longtemps attendu ses 30 ans, ses 21 ans, sa majorité, mais qu'après tout est passé vite, très vite, trop vite, surtout après ses 30 ans. Le silence a alors commencé à prendre le dessus sur la parole. Je me suis éclipsée en les remerciant. Je n'ai pas tout de suite saisi tout ce que ces personnes m'avaient apporté. Quelque temps après, j'ai compris. Daniel, qui avait été marqué par le fait qu'on ne lui avait pas expliqué que Dame Nature lui rendait visite une fois par mois. Elle avait été marquée par le fait qu'on lui avait caché des choses, que l'on cache des choses. En grandissant, elle a compris qu'on prenait soin de déposer un voile devant ses yeux, devant nos yeux. Et le grand gentilhomme, qui a découvert la face cachée de son père après le mariage qu'il mit à sa mère. Il a compris l'hypocrisie des êtres humains dans le but d'arriver à leur fin. En plus, il a attendu toute son enfance, sa majorité, et après tout est passé beaucoup plus vite. Il a compris que le sablier n'était pas éternel, que chaque grain était précieux, qu'il faut en profiter. Et Annie, qui oubliait toujours mon âge, elle nous a montré que les mots, que les images, que les souvenirs, un jour s'effacent. Qu'un jour, chaque grain du sablier tombera dans l'oubli, jusqu'au sablier lui-même. Mais revenons à la petite histoire. Après être sortie du bâtiment, une femme m'interpelle. C'est qui cette jeune fille ? Je lui explique que je suis ici pour demander aux patients ce que leur évoque la phrase « Tu comprendras quand tu seras plus grand ». C'est vrai qu'on comprend plus de choses à 16 ou 17 ans. Elle avait une voix douce, calme, rassurante. Que quand on est enfant, en fait, moi, j'ai eu une maladie. Et puis là, j'ai appris que j'avais un cancer du cerveau. Alors pour réfléchir, c'est difficile. Mais ce que je me demande maintenant, c'est à quoi sert notre existence. Sa phrase est restée gravée dans ma tête. Puis ces paroles, elle m'a touchée. Puis ces simples mots, elle m'a bouleversée. J'avais ressenti sa détresse. Elle aurait pu être en pleurs, mais non. Elle se demande juste pourquoi. Ce même pourquoi que celui de l'enfant qui demande pourquoi le soleil a disparu. Ce même pourquoi que celui de l'adolescent qui se pose des questions sur le sens de sa vie. Tout comme cette dame. On dit que l'on comprendra quand on sera plus grand. Mais même à la fin, c'est encore ce pourquoi qui tourne inlassablement dans nos têtes. Si vous prétendez le contraire, c'est que vous avez préféré écarter ce problème. Puisque c'est plus simple de ne pas se poser des questions auxquelles nous n'aurions jamais la réponse. Si c'est votre cas, je vous comprends. Moi aussi, certaines fois, je préfère ne plus réfléchir à un sujet et passer à autre chose. Et puis, si nous avions déjà tout compris, ce serait moins amusant. Et pourquoi continuer si on sait déjà tout ? Peut-être que c'est ce pourquoi qui nous fait avancer. Peut-être que c'est en comprenant que l'on devient grand.
J'ai pas forcément une question, mais en t'écoutant, j'ai eu une frayeur rétrospective. Élise est venue dans mon bureau il y a plusieurs mois. Madame le maire rigolait pas, c'était pour contacter votre cabinet. Et je lui ai proposé de prendre mon fauteuil pour téléphoner. Je me suis dit, elle va pas oser. Et elle a osé, et quand je te vois aujourd'hui, je me suis dit que tu étais peut-être prête aussi à prendre ma place. Et comme tu contactais le cabinet du maire pour participer à l'événement, Madame le maire, soyez aussi très prudente, parce que je crois qu'on a vraiment un grand talent devant nous. Et Élise, donc tu as 15 ans. Tu penses que tu seras grande quand? J'ai arrêté de grandir depuis la 5e. Non, mais moi aussi, on a ça en partage. Je sais pas. Je pense que c'est quand on devient grand, quand on comprend des choses. Et je pense qu'à un moment, on peut se dire, ça y est, je sais, je suis grande. Mais d'un côté, on apprend toute notre vie. Donc on n'est jamais vraiment au plus grand que l'on peut. Donc je pense qu'on grandit jusqu'à la fin. Donc en fait, tu comprendras quand tu seras grand, c'est une escroquerie d'adulte. Élise, est-ce que tu penses qu'il faut mentir aux enfants? Non. Pour moi, c'est... Donc le Père Noël, c'est... D'un côté, ça leur permet de rêver. Mais pourquoi ne pas rêver dans notre monde? Pourquoi on leur cache des choses pour après leur casser leur rêve? Autant rêver directement dans notre vie, parce qu'on peut rêver avec ce qu'on a. Merci beaucoup. Aurez-vous remarqué cette tendance qu'a la communauté scientifique à toujours désigner les gènes comme explication à des pathologies diverses? Par extension, on a sollicité cette même génétique dans l'étude des comportements, si bien qu'elle a presque surremplacé la psychanalyse, puis la sociologie. Ainsi, si vous êtes fainéant, il n'est pas impossible que vous le teniez du patrimoine génétique qu'un de vos parents vous aura cédé. De même que si vous êtes têtu ou de nature distraite. De telles théories peuvent tenir de l'épidémie, surtout lorsqu'on considère l'afflux d'études qui affirment que la génétique façonne bel et bien la personnalité, le comportement, le caractère d'un individu. Quand bien même votre caractère et celui de vos parents sont différents, il est une vérité incontestable à ce jour. Les chiens ne font pas des chats. Cet adage est vérifié d'un point de vue purement génétique, mais fait en outre entièrement partie de notre quotidien. Qui d'entre nous n'a jamais entendu ce fameux « les chiens ne font pas des chats » ou son acolyte de toujours « tel père, tel fils ». Ces expressions se font entendre généralement lorsqu'un proche observe des similitudes entre le comportement ou le caractère d'un enfant et d'un parent. Je n'ignorerai pas la place cruciale qu'occupe la parentalité dans le développement d'un enfant. En effet, le patrimoine génétique que les enfants acquièrent ne constitue qu'une base. Les parents, à travers l'éducation qu'ils choisiront de donner à leurs enfants, deviendront leur mode d'enracinement dans le monde. Certains d'entre vous ont peut-être, durant l'enfance, admiré leurs parents et décrété vouloir faire le même métier qu'eux, mener une vie semblable. Mais le métier d'instituteur a lui aussi fait rêver des générations d'enfants. Tout simplement parce qu'il appartenait à leur quotidien, qu'à défaut de s'inspirer de leurs parents, ils se concentraient sur les quelques figures accomplies, autoritaires, qui ornaient leur quotidien. Abordé sous cet angle, il semble que j'explique l'admiration des enfants pour leurs parents par le simple fait qu'ils cohabitent tous les jours, que les parents représentent de rares exemples à suivre. Vous me reprocherez donc de ne pas évoquer ces enfants qui choisissent de suivre la voie de leurs parents, professionnellement parlant. Les Rothschild, pour ne pas les citer, créant ainsi de véritables dynasties, les Rothschild, pour ne pas les citer, ou bien faisons plus significatif, et citons les Trogneux, chocolatiers depuis 5 générations.
Si cette période d'admiration vis-à-vis des parents est commune à presque tous, elle en est tout aussi éphémère. L'élan qui a poussé ses successeurs à perpétuer la tradition familiale ne peut pas tenir de l'admiration. En outre d'une multitude de gènes, on leur a transmis, dans un cas comme dans l'autre, une dose d'admiration conséquente, d'ambition conséquente, ou un savoir-faire. Oui, ces descendants sont animés d'une même volonté de perpétuer une tradition, une valeur qu'on leur aura inculquée jeune. Les chiens font-ils des chats? Chez nos voisins germaniques, on trouve un équivalent de ce proverbe. Les pommes ne tombent pas loin de l'arbre. The apple never falls far from the tree. À ne pas confondre avec la fameuse loi de la gravitation établie par Newton. Loin de se limiter à prévenir du danger de l'attractivité terrestre pour des temples profanes, ce dicton semble être un équivalent parfait. J'y vois pourtant une nuance intéressante. En effet, les chiens ne font pas des chats semblent couper court à toute tentative de changement. On a des parents chiens, alors on sera chien, et point à la ligne. Et conséquemment, on ne sera pas chat. Alors que la pomme ne tombe pas loin de l'arbre, c'est l'idée de devenir qui prédomine. Une pomme qui tombe, cela évoque un aléa. Ainsi, la pomme tombera, pas loin de l'arbre de surcroît, mais pas loin comment. On pourra en débattre longtemps. Il est clair que l'histoire a retenu les exemples et les a mis en lumière, a retenu les exemples qui vérifient ce titre de dynastie, et que les contre-exemples sont restés dans l'ombre. Manque de bol, j'aurais pu évoquer une dénommée Brigitte Macron, fille d'un dénommé Jean Chocolatier, qui, elle, a fait le choix d'enseigner. Elle n'est pas restée dans l'ombre, j'en conviens. Mais peut-on dire qu'elle est tombée loin de l'arbre? Si on comptait autrefois sur sa descendance pour entretenir ou faire reluire une entreprise dite familiale, qu'en est-il aujourd'hui à l'ère de l'effondrement des traditions? Car il n'a jamais été aussi simple et sans conséquence de repousser le patrimoine de ses parents. C'est d'ailleurs ce à quoi elle s'appelle, les représentants d'une période que je connais bien. Tout d'abord parce que je suis en plein dedans. Et ensuite, parce que je suis vouée à l'évoquer dans tous mes discours. En atteste ma colossale expérience d'oratrice. Je parle donc, comme vous l'aurez deviné, de l'adolescence. On y observe en effet une volonté criante de se démarquer de ses parents. Ainsi, on connaît deux comportements antipodiques vis-à-vis de ces derniers. L'admiration d'abord, puis le rejet ensuite. Rejet n'est pas le mot adéquat, car les parents, dans un cas comme dans l'autre, restent des références, tantôt admirables, et l'on s'y référera sans mal, tantôt méprisables, et l'on voudra s'en différencier, sur tous les plans. Alors, les chiens feraient des chats à retardement, ou des pommes parties en vadrouille, loin du tronc, pour un temps. Pour un temps, oui, car là encore, il s'agit d'un épisode éphémère. Il arrive cependant que l'on est dans un cadre auquel on ne parvient pas à s'adapter. Est-ce que cela constituerait un trait de personnalité à part entière? Vincent Van Gogh, écrivant à son frère, déclara qu'il ne se sentait nulle part aussi étranger que dans sa famille. On est donc un chat dès lors que notre famille ne nous est plus familière. Et si certains ne l'ont pas choisi, ou ont agi conséquemment à l'entrée dans l'adolescence, d'autres voient dans l'affranchissement vis-à-vis des parents une liberté totale. Dans cette quête d'identité commune à tous, un parent étouffe et inspire. Si un tel comportement, j'entends ici le fait de se rapporter instinctivement à son ascendance, semble aussi naturel, c'est qu'il doit être inévitable. Le passé enlise ce Arthur Rimbaud. Il s'exclamera d'ailleurs: quel travail, tout à démolir, tout à effacer dans ma tête. Ah, il est heureux l'enfant abandonné à l'âge d'homme, sans aucune idée impliquée par des maîtres ou par une famille. Neuf, net, sans principe, sans notion, puisque tout ce qu'on nous apprend est farce, et libre. Libre de tout. Eh bien, soit. Demeurons chiens si tel est notre choix. Demeurons chiens et miaulons au monde notre fin d'émancipation, de liberté.
les chiens ou les chats? J'ai beaucoup préféré les chats et je commence à aimer les chats. Et d'après toi, au-delà de la famille, qu'est-ce qui peut nous aider à devenir chat quand on est chien ou chien quand on est chat? La fréquentation, forcément, des amis. Et même en prenant l'exemple des gens qui n'ont pas forcément connu un couple familial, je pense qu'il y a toujours un guide qui est là. Ils auront toujours cette idée de connaître leurs parents. Et pour autant, ils sauront s'inspirer de ce qui les entoure, au-delà de ça, de leurs amis, de ce qui les fait. Bravo Louisa pour ce discours. Alors la famille, c'est un carcan ou c'est une ouverture à la liberté? Alors, tu t'es contenté assez pudiquement de poser la question, mais je voudrais que tu y répondes. Est-ce que Brigitte Trogneux est tombée loin de l'arbre? J'imagine que tous les descendants de Trogneux n'ont pas choisi de devenir la petite fille. Mais je pense qu'elle a bien fait de tomber loin de l'arbre. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, avons-nous réellement un destin? Étais-je vraiment destiné à me tenir devant vous? Sachez que je veux vous réunir ce jour dans le but de répondre à ces questions. Écoutez-moi et soyez patients jusqu'à la fin. Cet instant peut tous vous enrichir, que ce soit vous là-bas, ou vous ici, et même vous, chacun de vous dans cette assemblée. Depuis toujours, l'homme ne cesse de réciter diverses histoires à l'attention des générations suivantes pour prévenir de ce que l'on appelle le destin. Savez-vous d'où vient ce mot de destin ou de destinée? Il provient de trois divinités, aveugles, impitoyables et issues de la nuit et du chaos. Leur nom? Les moires. Les cieux, la terre, la mer et même les enfers étaient sous leur empire, car rien ne pouvait apparemment changer ce qu'elles avaient résolu. Dans l'Antiquité, la destinée était considérée comme étant le désir divin, attribué à chaque mortel, qu'il soit homme ou femme. Le sort était alors annoncé par les oracles et donc ne pouvait être déjoué. Autrefois, lors de la fin de la République romaine et pendant la guerre civile, le général Jules César en fit un témoignage avant le passage du fleuve Rubicon qui sépare la Gaule cisalpine et l'Italie. Au moment de traverser, voyant que les sénateurs seraient contre lui, il prononça ces mots: Alea iacta est, qui signifie les dés sont jetés. Cette locution latine évoque la décision de César prise à la suite d'un signe miraculeux qui n'était d'autre qu'un homme d'une beauté extraordinaire jouant de la flûte. La divinité en question s'élança au-delà du fleuve en entamant une marche guerrière qui fit dire à César qu'il fallait aller à la bataille et qu'il ne pouvait en être autrement. Nous savons maintenant que César était perçu comme un homme qui jette ses dés pour tout gagner ou tout perdre. Cependant, si nous y réfléchissons plus attentivement, est-ce que le sort est toujours tout tracé? Avant toute chose, je commencerai en refutant l'opinion des personnes qui penseraient que c'est le cas, puis je terminerai en contredisant ces opinions pour convaincre du contraire. Au moment de notre naissance, nous voyons pour la première fois le monde de nos propres yeux. Chaque individu vit alors dans des conditions sociales différentes. Moi-même, je suis née dans une famille charmante, différente de la vôtre. D'après un livre de Stephen King, intitulé Nuit noire et étoile morte, la vie est juste. On se fait secouer dans le gobelet 9 mois, puis les dés sont jetés. Certains ont une suite de 7, d'autres, malheureusement, n'ont que des doubles d'un. Ainsi va le monde.
l'idée que nos origines puissent nous définir ainsi peut paraître quelque peu saugrenue pour beaucoup d'entre vous. C'est pourtant ce qui se passe dans l'esprit de beaucoup de personnes pessimistes que vous avez sans doute déjà entendu dire « les riches resteront riches, les pauvres resteront pauvres ». En effet, dès que le sablier du temps commence à faire couler les premiers grains de sable, notre condition sociale est alors prédéfinie. Certains tiendront une cuillère en argent dans leur bouche, d'autres naîtront dans la saleté et la poussière, abandonnés par leurs parents. Mais en réalité, il faut comprendre que l'histoire future de chaque homme n'est qu'une cascade de possibilités influencées par son origine. Lors de notre conception, le destin nous attribue en effet des parents avec un certain niveau de vie. Malgré tout, nous ne sommes pas toujours convaincus à vivre dans de telles conditions. Le destin n'est jamais figé. Ce n'est pas parce que l'archer de l'existence tire une flèche, non pas pour verser le sang, mais pour guider le nouveau-né, qu'il faut la suivre. Chacun est libre de choisir sa vie. Chacun est libre de faire ses propres choix, comme vous l'avez sans doute fait, du moins je l'espère. Mais comme le duc de Wellington a confié un jour au monde entier, naître dans une écurie ne fait pas de toi un cheval. Pour vous citer un artiste historique qui a changé son destin et que beaucoup d'entre vous qui sont des profs de français adorent, je l'imagine, j'en connais quelques-unes, comme Madame Badini. Le légendaire Molière, ou plutôt Jean-Baptiste Poquelin, rêvait de devenir acteur alors que son père le voyait plutôt tapissier du roi, tout comme lui. Le métier se transmettait généralement, comme beaucoup d'autres, de génération en génération. Mais ce n'est pas parce que cela fut toujours ainsi qu'il faut continuer. Ne laissez personne décider de votre futur à votre place. Jamais. Molière l'a fait. Pourquoi pas vous? Pourquoi devriez-vous vous laisser faire en suivant le même parcours de quelqu'un d'autre et en renonçant à vos rêves? Comme l'a dit de son vivant le grand médecin Jean Hamburger, qui a marqué son siècle, le grand destin de l'homme est de refuser son destin. Certaines personnes pensent que le destin est écrit, que par exemple, la guerre est destinée d'être de toute façon, lorsque César défiait l'interdit à cause de vieux papiers rédigés par des sénateurs. Néanmoins, cette situation aurait pu se passer autrement. La maladie aurait très bien pu emporter César. D'ailleurs, il aurait pu ne pas gagner la guerre. Tout peut arriver. Au cours d'un accident de voiture, par exemple, le chauffeur survit et le passager meurt. On dit alors, c'est le destin, que l'on ne décide jamais des événements, que c'était écrit. Or, il me semble que c'était le conducteur qui conduisait et qui avait écrit cette histoire-là, à ce moment-là. Vous n'êtes pas d'accord? Vous savez, selon la mythologie, les lois du destin étaient écrites de toute éternité dans un lieu où les dieux pouvaient les consulter. Aujourd'hui, la religion a remplacé ce mot par le terme providence. Un mot commun, entré dans le langage courant des hommes et qui, par conséquent, nombre d'entre vous connaissent comme étant le hasard. Seulement, selon Dieu, le hasard n'existe pas. Alors, qu'est-ce donc réellement que la providence? Est-ce qu'elle est associée à la fameuse cause de A effet? Ce qui changerait du tout au tout, car alors la providence ne serait pas aveugle dans ses agissements. Bien le contraire. Alors pourquoi penser cela? La providence accomplirait ou modifierait donc la voie de ceux qui ont le courage d'aller au-delà de leur destinée. Le romancier Léon Bloy, autrefois dit dans son œuvre Le mendiant ingrat, 7 mars 1894, il n'y a pas que le hasard, parce que le hasard est la providence des imbéciles. Et la justice veut que les imbéciles soient sans providence. Malheureusement, l'homme emprunte souvent des chemins faciles d'accès, qui se trouvent devant lui plutôt que ceux étroits derrière lui. Malgré le fait que le destin peut se poursuivre, car nous ne voulons pas prendre de risques en le changeant, et que nous n'avons pas de marraine la bonne fée pour pouvoir l'arranger, je peux vous l'assurer, nous avons toujours le choix, et c'est nous qui jetons toujours les dés.
Et Mélissa, tu en as beaucoup parlé, alors puisqu'il en a déjà été un peu question ce soir, qu'est-ce que tu crois, avec le recul, qu'Emmanuel Macron pense de la Providence? Je dirais que Emmanuel Macron est un homme qui fait ce qu'il souhaite et que pour moi, c'est lui qui a voulu devenir président, qui a tout fait pour être président, et pour moi, c'est pas une destinée. Il l'a fait, c'est lui qui l'a fait. Voilà. Et je pense que c'est un homme voilà, qui arrivait à ce qu'il voulait, et je pense que même si tout le monde ne l'aime pas, je sais très bien, tout le monde devrait avoir la chance de faire ce qu'il veut et d'aller au bout. Faut pas croire faut pas simplement s'il y a quelqu'un qui va vous dire que vous n'allez pas réussir, que vous allez forcément pas réussir. C'est pas parce que c'est écrit, c'est pas parce que... D'ailleurs, tout à l'heure, avec le tirage au sort, il y a eu une erreur. À un moment, il n'aurait pas dû y avoir d'erreur. Merci beaucoup. À qui la faute? À qui la faute? Vaste sujet, hein. C'est difficile de ne pas commencer par le commencement. La faute originelle. Cette belle histoire que nous connaissons tous. Pour ceux qui ne l'ont jamais entendue, permettez-moi de vous la raconter. Pour faire simple, le 6e jour, Dieu créa Adam, puis Ève, et les envoya dans les jardins d'Éden, avec une seule consigne, ne pas manger la pomme de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais, Ève dit à Adam que si c'était la seule chose qu'il ne pouvait pas manger, c'est que ce devait être la meilleure. Adam céda donc à la tentation et croqua dans la pomme. Alors, à qui la faute? À Adam pour avoir cédé à la tentation, ou Ève pour y avoir poussé, ou à Dieu pour avoir placé un fruit défendu en plein milieu du jardin. L'un ou l'autre de cette faute sont nés le bien et le mal sur terre. Maintenant que cela est dit, revenons à une période un peu plus récente, pour voir comment la faute a évolué. Lorsque je me pose la question « à qui la faute ?», les premières réponses qui me viennent spontanément à l'esprit sont « c'est pas ma faute à moi »,« c'est pas moi, c'est lui » ou encore « c'est la faute à pas de chance ». Ces expressions enfantines et populaires révèlent bien la complexité à admettre la faute et notre besoin systématique de trouver un coupable. Quand un drame arrive dans notre vie, il nous est plus facile de le surmonter en rejetant la faute sur quelqu'un. C'est compréhensible. Pourquoi affronter son drame quand on peut temporairement ne pas y faire face en rejetant la faute sur un individu? À qui la faute? À lui. Après cette phase accusatrice vient généralement la culpabilité. À qui la faute? À moi. Quelque chose dans ma vie n'a pas fonctionné et j'en suis responsable. Allons, cela vous est déjà arrivé. Vous savez quoi? Nous allons faire une petite expérience. Pour que celle-ci fonctionne, j'ai besoin de votre participation à tous et de votre sincérité, évidemment. Que tous ceux qui n'ont jamais ressenti de culpabilité lèvent la main. Allez, hein? C'est pas très beau de mentir, hein. Maintenant, que tous ceux qui ont déjà accusé quelqu'un, et pas forcément à juste titre, ou même ceux qui ont déjà ressenti de la culpabilité, lèvent la main. Et voilà. Vous voyez, cette petite expérience a pour but d'illustrer ce que j'essaie de prouver depuis tout à l'heure. Que ce soit quelqu'un
ou soi-même, nous avons tous besoin d'un fautif, d'un bouc émissaire. Je vous propose maintenant de passer dans un autre domaine, un domaine plus juridique. J'imagine, en dehors du jury, que certains dans la salle ont fait du droit. Peut-être même que certains travaillent dans la justice. À cela, laissez-moi poser une question. Quand une affaire arrive et que la question « à qui la faute » se pose, qui incriminez-vous? Car une personne peut être coupable pour certains et pas pour d'autres. C'est une question de perspective. Je vais vous éclairer avec un exemple et vous me donnerez votre opinion. Après chaque massacre, chaque génocide, des hommes sont accusés et traînés devant les tribunaux. Leur procès se passe rarement avec des aveux, donc ils se défendent. Certains n'ont aucune justification. Commettre des crimes inhumains juste parce que l'ordre était donné? Et la notion de baïonnette intelligente. Vous connaissez? Je trouve ce principe de baïonnette intelligente génial. Cela autorise un subordonné à refuser un ordre de son supérieur quand il est illégal. Leur argument ne tient pas la route devant un tribunal. Donc direction prison sans passer par la case départ. Et hop! En revanche, certains disent l'avoir fait sous la contrainte. La vie de leur famille ou la leur était en jeu. Alors, d'après vous, à qui la faute? À cet homme qui essayait de protéger sa famille ou au soldat qui tenait sa famille en joue? Dites-moi, car j'aurais été incapable de prendre une décision. Trop peur de commettre une faute. Prenons un exemple plus léger, où la question « à qui la faute » s'applique. C'est une situation que l'on peut presque qualifier de vaudeville, qui donne des situations si comiques. Ouais, du moment que cela ne nous concerne pas. Et vous devinez de quoi je veux parler? La tromperie. Pour être plus précise, je vais incarner un personnage. Juste un personnage. Mon petit ami, Mathieu, m'a trompé avec ma meilleure amie, Déborah. L'histoire du monde, hein. Alors, à qui la faute? À Mathieu, pour avoir rompu la confiance que j'avais placée en lui. À Déborah, pour avoir brisé le code d'honneur de l'amitié. Ou à moi, car si deux personnes proches de moi me trahissent, c'est que je dois avoir fait quelque chose de mal. Si cette gaze de Déborah pense pouvoir s'en sortir aussi facilement, quelle erreur! Excusez-moi. Quelle faute? Oui. Car dans notre société, la différence entre une erreur et une faute est très importante, surtout à l'école. Certains professeurs estiment qu'il vaut mieux dire une erreur d'orthographe plutôt qu'une faute d'orthographe. Car le mot faute insinuerait que l'élève l'a fait volontairement. Bien sûr, les élèves ne font pas de fautes volontaires. Ils font donc des erreurs. Mais ce manque d'orthographe, à qui la faute? Et notre besoin de trouver un coupable, si ce n'est pas la faute des élèves, c'est la faute des professeurs. Je plaisante, évidemment. Quoique. Au-delà de la réforme de l'orthographe, il y a eu des changements récemment, qui partaient d'une bonne intention, hein, mais qui ont fait pire que mieux. Et je me pose la question, à qui la faute? Mais qui a décidé cela? Les 80 km sur les routes secondaires, les travaux dans Amiens, à qui la faute? Mais qui a décidé d'emmerder les Français? Comme quoi, la faute a bien évolué depuis cette malheureuse pomme. Mais le besoin de trouver un coupable traverse ces époques. Donc, si je ne gagne pas ce concours, à qui la faute? À vous. Bravo Clotilde. C'est un discours transgressif. Est-ce que c'est fautif? C'est un discours transgressif dans sa conclusion. Est-ce que c'est fautif?
j'ai une question plus simple. Madame le maire a levé la main tout à l'heure au moment du sentiment de culpabilité. Ce soir, elle est entourée de 2 avocats. Coïncidence? Alors, je pense que c'est en rapport avec les travaux d'appel. Voilà. Je dis ça, je ne dis rien. Je pense que, voilà. Je vais tout à dire. Merci à tous, merci aux candidats, aux 8 candidats qui ont fait de très bonnes prestations. Mesdames et messieurs, il y a un problème budgétaire. Le lycée va devoir payer la réfection de la salle de délibération puisqu'il y a du sang sur le mur, puisque nous nous sommes étripés, battus face aux difficultés que vous nous avez causées, donc c'est votre faute. Vous êtes trop beau, vous êtes trop brillant, vous êtes trop jeune, vous êtes trop beau, et évidemment par contraste, nous sommes vieux et décadents. Et ce culte de la jeunesse que nous célébrons est vraiment extraordinaire, et je dis, on a beaucoup réfléchi, on a beaucoup posé nos décisions, en même temps dans la rapidité parce qu'on ne va pas non plus faire patienter des heures, mais on peut vous dire vraiment qu'on a exprimé là, il y a 15 secondes, notre admiration absolument unanime pour chacun de vous, qui justifie avant tout classement que l'on vous englobe dans des applaudissements communs. Malheureusement, nous avons classé et donc nous allons vous donner notre décision avec ce caractère un peu arbitraire que j'évoquais tout à l'heure, et donc chacun des membres du jury à son tour va remettre des prix et expliquer un peu nos décisions sur les ex-aequo, etc. Et donc pour commencer cette cérémonie de remise de prix, je vais demander à Madame Le Doyen de venir annoncer les premiers prix de cette soirée. Oui, nous allons évidemment remettre les premiers prix à la fin. C'est comme à Cannes. Et d'ailleurs, vous voyez bien que les tenues sont également celles. Merci, Monsieur le Président. D'abord, toutes mes félicitations, puisque c'est vraiment le terme qui est revenu. On peut que vous féliciter pour votre participation, pour votre réussite à tous, quel que soit finalement le classement dont on sera issu, dont il a été issu à la suite de nos discussions. Et j'en profite donc immédiatement pour féliciter plus particulièrement Hector, Emeline et Mélissa, tous les trois ensemble. Vous faites partie des heureux gagnants. Et donc je vous invite peut-être à... Et donc vous êtes 5e ex-aequo. C'est quel... Notamment, on a voyagé avec les uns comme avec les autres au travers de vos 3 prestations. Et il faut continuer à voyager, à progresser, à évoluer. Et on peut souhaiter que le meilleur pour la suite. La 4e place, nous avons 2 ex-aequo. Et je vais appeler Élise et Louise.
à vous dire l'admiration qu'on a pu avoir sur vos discours, et j'y étais tout particulièrement sensible. Pourtant, vos discours étaient un petit peu opposés, avec extrêmement d'humanité et de poésie, et pour ce qui concerne Louise, extrêmement de conviction et de volonté. Je ne mettrai pas certainement pas là-dessus, quand je l'ai là. De remettre le troisième prix. Au préalable, je souhaitais vivement remercier l'association des anciens élèves du lycée, Aurélien et Madame Tellier qui l'a beaucoup aidé dans cette entreprise. J'avoue que c'est un moment de bonheur partagé, c'est toujours émouvant pour un chef d'établissement et puis aussi pour les équipes enseignantes qui sont très nombreuses ce soir, d'assister avec fierté, parce que c'est, je crois, le sentiment qui revient le plus, de voir que nos élèves sont capables de telles prestations. Et c'est vraiment très agréable pour nous. Alors, il me revient l'honneur de remettre le troisième prix. On sent que les choses se serrent maintenant à ce moment de la compétition. C'est un petit peu paradoxal pour moi de remettre ce prix, et vous verrez dans le thème qui a été retenu pour un proviseur de remettre un prix sur ce thème-là, c'est toujours un petit peu scabreux. Mais mon âge explique aussi que je suis assez ému pour remettre ce troisième prix à Clémence. Donc le thème de mai 68 est un thème qui m'est cher maintenant. Interdit d'interdire, je vais demander aux quelques élèves qui ont tendance à manifester mon interdiction de ne pas trop le retenir pour les jours qui viennent. Bravo à toi. Alors je vais remettre le deuxième prix, avec beaucoup de bonheur, mais vraiment, vraiment. Et à quelqu'un qui nous a émus, touchés, fait voyager. Et c'est la preuve qu'on peut être parisien et pas rancunier sur la blague sur Dumbo, c'est Pierre. Alors il m'incombe de remettre le premier prix. Et donc je voudrais dire que j'étais aussi absolument subjuguée par le talent diversifié de chacun. Je ne lui en veux pas d'avoir mis en boîte. Et je trouve que là aussi ça donne toute l'ampleur de l'aisance qu'elle a eue pour présenter son propos. Donc j'ai la grande joie de remettre le premier prix à Clotilde. Il me revient de conclure cette soirée en vous félicitant encore une fois toutes et tous pour vos prestations. Alors, vous avez été très très fort, vous avez porté haut les valeurs des arts oratoires et également fait honneur au lycée Michelis. Je pense que tout le monde dans la salle est fier de vous. Je cite également les 3 premiers prix et également les autres prix. J'ai le plaisir de vous annoncer que toutes et tous les finalistes, vous êtes invités à venir visiter le Conseil d'État en septembre. Et monsieur le proviseur m'a dit que en tout cas qu'il a approuvé le principe de cette visite, et donc j'aurai le plaisir de vous faire cette petite visite à Paris en septembre prochain, y compris si vous êtes dans les débats des universités d'ici là. Et il ne me reste plus qu'à vous inviter tous à aller partager un verre ensemble, de manière à discuter de cette finale et de nous remettre de nos émotions. Je vous remercie encore une fois, merci d'avoir été là.